Salut à tous les Storymaniacs, aujourd'hui on parle de AEW Dynamite Homecoming qui s'est déroulé dans la nuit du mercredi 4 août au jeudi 5 août. Grande question, est-ce que AEW allait poursuivre cet incroyable momentum des shows à plus de 1 100 000 téléspectateurs aux États-Unis? Et ben figurez-vous que la réponse est oui. Pour la 4e semaine consécutive, Elite Wrestling réussit son pari de maintenir cette régularité au niveau de son audience. L'excitation reste forte puisque, comme vous le savez, nous sommes désormais à quelques jours du retour tant espéré de CM Punk, sur lequel la compagnie s'est totalement appuyée pour vendre des tickets et sold out des événements à plus de 10 000, 15 000, 20 000 personnes pour les semaines à venir. Incroyable. Mais pourtant, tout ne sera pas rose dans cette review puisqu'on avait probablement l'un des épisodes les plus dispensables de Dynamite cette semaine. Il en faudra bien sûr à des épisodes un petit peu moins excitants avec de bonnes choses, de moins bonnes, mais une communication qui s'appuyait essentiellement sur le retour et les débuts in-ring de Malakai Black, anciennement Aleister, qui fait face à Cody. Ça sera le main event. Avant de me lancer pleinement, je vous rappelle que je suis un petit peu en stress, c'est pour ça que je suis un peu plus en mode chill, en mode détente. J'ai pris du temps ces derniers jours pour me reposer parce que ce samedi, je serai en Bretagne de retour face à un public live pour commenter le show Rixo Catch. Merci à toutes les personnes qui vivent aux alentours de Rennes ou même de plus loin. Vous avez été nombreux à me dire on va faire de la route pour venir te voir Sturi et surtout découvrir le catch français. Un énorme merci à vous et hâte bien évidemment de vous retrouver demain. C'est pour ça, vous le savez, ce samedi il n'y a pas de SmackDown recap, mais petit cadeau de consolation, dimanche à 18h, un nouvel épisode de mon incroyable carrière sur TEW. Un épisode de AEW Dynamite qui va s'ouvrir avec le 3e des 5 travaux de Chris Jericho, qui fait face cette semaine à son ancien rival d'antan, Juventud Guerrera. Alors j'ai eu un peu plus de précision quant aux travaux parce que pour moi tout n'était pas clair. Le 4e sera une surprise, le 5e ne sera nul autre que MJF. Ça voilà, je savais pas, je pensais qu'il devait faire 5 travaux puis après affronter MJF, mais non, le 5 c'est MJF. Donc Jericho va disposer en 9 minutes 56 de son ancien rival Juventud Guerrera qui a montré des choses assez intéressantes, mais globalement le match était pas exceptionnel. Non, on avait juste une espèce de curiosité de revoir en fait un match excellent d'il y a 25 ans. Jericho est un peu passé à côté, il m'a plutôt fait peur au début de match en loupant des réceptions sur des ranas, des ciseaux de tête à la volée. Un peu de nostalgie bien entendu à l'idée de revoir Juventud Guerrera, j'ai pas mal popé au moment où il a porté le Juvi Driver. Et la complexité pour Chris Jericho, c'était de remporter la victoire avec une manœuvre depuis la 3e corde. MJF a été super encore une fois aux commentaires pour chambrer Jericho. Il a porté son Judas Effect depuis la 3e corde. Et c'est mieux. Non mais franchement, ça a pas l'air mieux, ça a pas l'air plus cool, mais porte-le toujours de la 3e corde, le Judas Effect, c'est génial. Victoire de Jericho qui va immédiatement se faire attaquer par Wardlow, et figurez-vous que c'est lui, le 4e travail de Jericho, c'est Wardlow, Jericho la semaine prochaine, avec MJF, qui, j'avais cru comprendre au début, c'était annoncé arbitre du match, mais en fait non, il sera juste aux alentours du ring. Un peu décevant, parce que on avait commencé à spéculer sur des choses assez intéressantes, comme un retour de Landstorm, pourquoi pas Fandango, voilà, pour laver l'affront de WrestleMania, mais nul doute que Jericho remportera le combat pour aller affronter MJF en boss final du game, mais quand? Est-ce que ça sera conservé jusque All Out? Est-ce qu'ils vont nous le donner plus tôt en weekly? Affaire, bien entendu, à suivre. Backstage, on retrouve Phoenix Panta et Alex Abrantes en interview par Dasha. Ils sont interrompus par Andrade et sa cour, un Chavo Guerrero qui est toujours présent. Cette fois-ci, c'est pas qui manque à l'appel, il y a rien encore une fois de très intéressant, la tension qui monte, toujours pas d'action. Et d'ailleurs, toujours pas d'annonce quant à un éventuel prochain match de Andrade et Almas. Sur le coup, ils prennent leur temps. On retrouve également Tony Schiavone en compagnie du Dark Order qui s'interroge quant à la défaite de la semaine dernière, les opportunités de championnat qui s'envolent, et Hangman Page se pointe et s'excuse auprès du Dark Order de ne pas avoir assuré dans le 3 contre 1. Et d'ailleurs, il a beaucoup réfléchi cette semaine et demande au Dark Order de se séparer. Enfin, il demande lui de se séparer, de plus être affilié au Dark Order. Et c'est triste quand on connaît toute l'histoire entre Hangman Page et le Dark Order. Evil Uno et Stu Grayson essayent de raisonner, des mecs un peu plus sensibles comme John Silver, comme quoi il faut lui laisser le temps, c'est sa décision, il faut pas la remettre en question et ça aura des conséquences un petit peu plus tard dans le show. Prochain combat, ce que j'ai trouvé le plus fun de cette soirée, alors en effet, c'est sans suspense, mais Eddie Kingston, Jon Moxley, Darby Allin qui font face à Daniel Garcia et les ex-membres de Everrise 2.0 qui sont de retour dans le ring et du côté de l'Elite Wrestling, c'était une putain de bouffée d'air frais. C'était un match tellement cool, fun, agréable à suivre, un babyface moment avec une très très belle entrée de Darby Allin, l'arrivée par le public Wild Things de Jon Moxley, d'Eddie Kingston. 7 minutes d'action, on a déroulé le tapis pour que l'ambiance soit totalement décontractée. Gros kudos au face-off entre Matt Lee avec Sting qui a été coupé dans sa provocation par un Darby Allin qui arrivait comme un fou furieux sur un dive. C'était incroyable, une décapitation là sous nos yeux aux premières loges avec un Sting qui reste impassible.
Daniel Garcia qui a eu l'occasion de montrer quelques petits trucs sympas, c'est un chouette catcheur, et la semaine prochaine justement il affrontera Darby Allin en AV1, et je suis plutôt assez confiant, si il laisse un peu de temps bien sûr. Les Babyface ont gagné, on célébrait tous ensemble, la petite photo de famille avec Sting à la fin, c'était chouette. Et puis 2.0 sont des heals fantastiques. Petit promo package ensuite pour nous hyper une future rencontre entre Brian Cage et Ricky Starks, mais rien de plus, hein, on n'a pas de date, toujours pas. Et on retrouve à ce moment précis toute la bande de Kenny Omega, l'élite, qui vanne, bien entendu, Hangman Page, le Dark Order. Ce qui est très intéressant sur cette petite vignette, c'est pas forcément les mots qui vont s'échanger, c'est surtout de voir le troll qui se poursuit avec un Luke Gallows habillé comme Ric Flair, Karl Anderson qui porte un t-shirt qui fait référence aux Bollywood Boys, parce que pourquoi pas, mais surtout Kenny Omega qui porte un t-shirt du Cookie Monster, dont les initiales sont C et M. Je vous laisse imaginer. On poursuit la subtilité et on passe au prochain combat. Christian Cage fait face à The Blade accompagné de The Bunny qui restera pas longtemps aux abords du ring parce qu'elle va se faire attaquer par Layla Hirsch et elle s'affronte un petit peu plus tard dans le show. 9 minutes 46 de match, rien d'excitant, on est dans le ventre mou de l'Elite Wrestling. Nouvelle victoire pour Christian Cage qui de ce fait obtient la place de numéro 1 dans les rankings et on se dirige visiblement vers un combat entre lui et Kenny Omega, mais pour quand? Ça se fera en weekly, j'ai bien l'impression que ça se fera plutôt en weekly qu'à All Out. Nouveau petit clip également pour nous rappeler que la storyline entre FTR et Proud and Powerful est loin d'être terminée malgré la blessure de Dash Wilder et super promo de Scott Dawson justement, enfin ex-Scott Dawson, Dax Harwood qui a été super justement pour dire à quel point il est touché, il est impacté par la blessure de son pote et à quel point le sang va continuer de couler par la suite. Je suis bien plus hype. Britt Baker est au ring, interviewée par Tony Schiavone. Elle est à moitié popée, très peu huée comme d'habitude, mais va se comporter comme une heel pour la suite. Mais elle nous rappelle que la semaine prochaine, AEW sera du côté de Pittsburgh, à savoir chez elle. Et justement, chez elle, elle devra affronter celle qui vient tout de suite la provoquer, c'est Red Velvet. On a clairement d'ailleurs une Velvet qui est babyface, une Britt Baker qui est heel pour ce segment, et pourtant, il y a incompréhension totale de la part du public et de ce fait, je suis moi-même totalement déstabilisé. J'ai pas trop de problème quant à imaginer la qualité potentielle de ce match parce que Red Velvet fait partie des catcheuses qui ont le plus progressé du côté de l'Elite Wrestling. RAS, ça part en bagarre et là encore, hein, voilà, c'est Britt Baker qui prend l'ascendant et qui attaque Red Velvet avec la béquille de Reba. C'est pas sympa. Tasha backstage au micro avec Andrade qui veut toujours recruter Penta et Phoenix et Chavo Guerrero lui ramène Fuego del Sol. C'est-à-dire recrute Fuego del Sol, tu vas commencer par astiquer les chaussures d'Andrade et puis lui casse la gueule, ils font passer un message. RAS. Là, on perd du temps. Mais on nous a montré Andrade, un petit peu l'idée. Promo dans le ring avec Hangman Page, qui a le temps d'absolument rien dire au sujet de sa défaite de la semaine dernière, et j'ai trouvé ça très très con, parce que c'était peut-être le moment où les gens devaient un petit peu s'emballer un peu plus pour Hangman Page, chanter des cowboy shit. Finalement, il y a tous les leads qui se pointent, il va y avoir ce face-off entre Hangman Page et Kenny. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu quittes le Dark Order, tu veux rejoindre l'élite, mais t'es pas assez bien pour l'élite, t'as vu l'élite? On est tous des champions, toi t'es un zéro, t'es un naze. Hangman Page, il s'énerve, il balance la première droite à Kenny Omega, il va se faire bien entendu casser la gueule par absolument tout le monde. Le Dark Order va tenter de venir, mais Stu Grayson et Evil Uno vont empêcher les autres mecs d'intervenir, ils vont repartir backstage, il y a des huées, et Hangman Page se retrouve seul face à ces vieux démons, parce qu'on n'est pas reparti pour un nouveau tour de parcours initiatique si on nous enlève Hangman Page de la route vers All Out, ou est-ce qu'on est tout simplement en train de nous en faire un Cara, encore une fois, trop stylé, hyper solitaire, qui va tout péter sur son passage. Et pour le moment, c'est plutôt lui qui s'est fait péter, et le Dark Order n'est pas là pour le soutenir. Prochain combat, défense du championnat TNT par Miro face à Lee Johnson. 9 minutes 40 d'action qui verront la victoire, évidemment, de Miro dans un combat qui a été assez disputé et Miro a fait un excellent taf pour essayer de nous faire croire un minimum aux chances de Lee Johnson, qui a eu tout au long de la rencontre, il faut bien l'avouer, un chouette selling. Miro est beau. Voilà. Je l'ai déjà dit que Miro, il est beau. Il a une moustache ou pas, on s'en fout. Il est tellement beau. Regardez les photos. C'est pas beau, ça? Moi, il me dégage, voilà, cette impression de beauté. L'élu de Dieu, ils ont changé son thème d'entrée, hein, c'est plus The Best Man, ils en ont plus rien à foutre du Best Man. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'il a toujours le même soutien auprès du public. C'est assez fou. Tony Schiavone valide à Christian Cage qu'il est le futur challenger de Kenny Omega en tant que premier catcheur du classement. Layla Hirsch contre The Bunny. Ce qui s'est passé, c'est que Layla est venue accompagner, et elle a bien fait, de toute la clique des Best Friends. Bien entendu, ils sont rentrés, eux, sous une grosse pop. The Bunny accompagné de toute la clique de Matt Hardy, bien évidemment. Et ce match était pour déterminer une aspirante numéro 1 au championnat NWA qui désormais est détenue par Camille. Et si vous ne connaissez pas Camille, c'est une ancienne joueuse de foot US, mais pas
pas la meilleure des catcheuses, mais une putain d'athlète, un projet bien mené de la part de Billy Corgan et de sa bande, qui va apparaître de ce fait pour la première fois chez All Elite Wrestling pour défier, tout simplement, celle qui va remporter la victoire, à savoir Layla Hirsch, qui a fait, je vais pas dire la surprise, le match n'était pas exceptionnel, parce que The Bunny dans le ring, il y a des hauts, il y a des bas, on n'a pas été particulièrement emballé par ça. Je trouvais qu'il y avait plus d'excitation par ce qui se passait aux alentours, tu vois, du ring. Il y a d'ailleurs une confrontation entre Krista Tandler et Nyla Rose qui s'affronteront la semaine prochaine. Mais surtout, voilà, victoire de Layla qui va avoir ce face-off totalement fou avec Camille qui a 3 têtes de plus qu'elle. En plus, la meuf est venue en talons. Je sais pas si ce combat va être donné à All Elite Wrestling ou s'il va être conservé pour NWA Power. Quoi qu'il en soit, la confrontation est cool. Maintenant, encore une fois, All Elite, ils jonglent de tout leur partenariat avec toutes ces promotions. Si t'es pas habitué, si tu connais pas du tout Camille, si tu sais pas qu'est-ce que c'est NWA, je peux comprendre que tu te sens totalement largué. Et c'est un peu dommage. Parlant de division féminine, Jade Cargill, en compagnie de Mark Sterling, ils ont bien vendu la blessure de Jade Cargill, en fait, tout simplement en la maquillant, en disant que la meuf, elle est trop occupée par signer des deals, des sponsorships, des trucs avec Hollywood, etc. Elle fera son retour la semaine prochaine à All Elite Wrestling, on ne sait pas encore contre qui, mais on le découvrira. La semaine prochaine, d'ailleurs, super match annoncé, les Good Brothers défendent les championnats Impact contre Evil Uno et Stu Grayson. Ça va être assez intéressant de voir comment l'histoire entre l'élite, le Dark Order, Hangman Page se poursuit au travers de ce match. Mais on est parti, Père Castor, raconte-nous une entrée, c'est l'heure du main event. Malakai Black, qui n'avait plus catché dans un ring depuis novembre 2021, nous gratifie d'une incroyable entrée sur du bon gros black metal un peu badant signé Amenra. Gros travail au niveau des éclairages, de la fumée, la vidéo d'entrée est géniale. Le masque que porte Malakai est super, le maquillage qui continue de s'étendre, tu vois, sur la joue, sur l'œil, c'est assez intéressant en tout cas, et ça sera, je pense, bien riche de signification pour les semaines qui vont s'écouler, parce qu'il adore faire ça, Malakai Black, il nous l'a expliqué sur les réseaux sociaux, de glisser des easter eggs pour nous permettre de vraiment s'impliquer et s'imprégner des histoires qu'il veut nous raconter. Et face à lui, évidemment, le drapeau des États-Unis qui flotte de partout. Mon Amérique à moi. Cody fait son entrée accompagné de son frère, puisque Arn Anderson est toujours convalescent, à Dustin Rhodes qui d'ailleurs ne restera pas aux abords du ring. On va vraiment avoir la confrontation du bien contre le mal. Une entrée de Cody entrecoupée par des plans que j'ai trouvé incroyables de Malakai Black qui porte, tu vois, une serviette sur la tête, un petit peu à l'image d'un Minoru Suzuki, avec voilà, des regards très très inquiétants, je trouve, dirigés envers son adversaire. Et justement, malgré un départ plutôt à 50-50, parce qu'il faut pas oublier que Cody, c'est pas un peintre, il est capable de faire des grandes choses, Malakai va dérouler son catch pendant juste 4 minutes 47. Le tournant du match va être probablement une manœuvre depuis la troisième corde où après un coup de pied, Cody va être propulsé à l'extérieur et tomber à travers une table. C'est un spot qu'il nous avait déjà fait. Là, il l'a fait avec un petit centième de seconde de décalage. C'était pas forcément hyper crédible pour le coup, ça faisait un petit peu loupé. Mais je pinaille parce que l'idée du match c'était tout simplement d'en faire un gros tournant, de ramener Cody totalement groggy dans le ring pour qu'il se prenne le Black Mass et perdre. Ça a beaucoup rappelé le match de championnat TNT face à Brody Lee. Je pense que All Elite Wrestling voulait faire quelque chose d'assez impactant pour construire très très fort Malakai dès ses débuts. Et ils ont raison, parce que même s'il est heel dans l'affaire, il a reçu pas mal de bonnes ondes de la part du public, qui semble être déjà très friand du nouveau personnage de Tommy End. Et il y a un aftermatch totalement fou avec Cody Rhodes. Vlatipa qui nous l'a pas fait, déjà de nous remercier les fans d'avoir été là, d'avoir cru en lui. Ça a été des semaines très très dures, des mois très très durs depuis le lancement de l'élite. Il s'est retrouvé avec son visage partout sur les affiches, etc. Il remercie bien entendu l'Amérique. Mon Amérique à moi. Il va mettre un petit tacle à la WWE évidemment en disant que plus qu'une alternative aujourd'hui se sentent All Elite Wrestling être une compétition. Voilà, à Vince McMahon qui disait c'est pas une compétition, encore rien du tout. Nous c'est Netflix la compétition. Alors, là, Cody il a affirmé maintenant vous êtes une compétition et tout. Ce qui a valu quelques vivas bien entendu des ultras de W, et ça on peut le comprendre, c'est bien joué, c'est chauvin, voilà, c'est dans l'esprit. Mais derrière, qu'est-ce qu'il va pas faire Cody? Il va commencer à teaser le fait que ce match et cet endroit, le Dennis Place de Jacksonville, c'est un petit peu le berceau de All Elite Wrestling. Il commence à nous retirer une botte. Il pose une botte. Et on sait ce que ça veut dire. Il va prendre sa retraite, vraiment. Alors que il semble faire, tu vois, il part vers la deuxième botte. Il y a ce bon vieux Malakai qui arrive par derrière,
qui récupère une béquille que Tony Schiavone l'avait ramenée à Cody en disant ouais tu tiens plus debout, tu as mis une béquille. Non, il a pris la béquille, bam, grand coup de béquille dans le dos, il a tué Cody, il a souri, gros smile de la part de Malakai, comme ça il est bien méchant, il est reparti. Et Cody, est-ce qu'il voulait vraiment prendre sa retraite ou est-ce qu'il va revenir, tu vois, pour un dernier barreau d'honneur face à Malakai dans un match le bien contre le mal? Est-ce qu'il va se reteindre les cheveux en noir pour aller affronter Malakai à All Out? Et après il prendra sa retraite, voilà, une fois qu'il l'aura battu, il prendra sa retraite. Il en fait des caisses, Cody, on le sait. C'est peut-être pour ça qu'on l'aime. Et c'est tout pour cet épisode de Dynamite. Comme j'ai dit, qui n'était pas le plus excitant, qui n'était pas le plus excellent, qui a quand même donné du sens à l'écriture des choses à venir. Et c'est globalement ce que je retiendrai. Voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, vous le savez, pas de SmackDown recap. J'ai hâte de voir le petit épisode de la semaine prochaine. Je pense pas qu'il sera incroyable. On attend les débuts de Rampage. Rampage, CM Punk. Je rappelle, je serai en live sur twitch.tv/Shuri316 le vendredi 20 août, enfin dans la nuit de vendredi au 21, du vendredi 20 au 21, pour suivre SmackDown et Rampage en live avec vous. Parce que bon, le retour de CM Punk, on va quand même se permettre ce petit sacrifice. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine. Restez forts et à demain pour ceux que je vois le 7 août à Mordel pour X Catch. C'était Sturi. Ciao, bye bye.